Louis-Charles de Lignières fut tout au long de sa vie un homme doux et paisible. Dernier rejeton d'une vieille lignée, il traversa la première moitié du siècle dans le confort douillet que lui assurait la fortune de ses ancêtres, fortune sagement gérée par maître Bozo, notaire, successeur de son père et de son grand-père. Louis-Charles de Lignières avait vu se dérouler les 2 guerres mondiales sans qu'elles le concernassent directement. Trop jeune pour être mobilisé au moment de Sarajevo, il était trop âgé après Munich. Quelques femmes avaient traversé sa vie, mais sans la marquer de leur empreinte, et il ne s'était jamais marié. Louis-Charles de Lignières était en effet possédé par une passion unique, dévorante, qui ne supportait pas la rivalité d'un amour humain. Il possédait une collection de papillons qu'il considérait à juste titre comme la plus belle du monde, exception faite peut-être de celle qu'avait réunie la Société de sciences naturelles de Brisbane en Australie. Après avoir été un enfant heureux, puis un homme heureux, M. de Lignières se préparait à devenir un vieillard heureux. Malheureusement, le destin en avait, semble-t-il, décidé autrement. Il était entré depuis quelques jours seulement dans sa 64e année, lorsque, un beau matin, son valet de chambre vint l'informer que maître Bozo demandait à lui parler. Pour que le notaire se fût dérangé en personne, il fallait que l'affaire fût d'importance, et Louis-Charles de Lignières le reçut immédiatement. L'affaire était d'importance en effet. En quelques phrases embarrassées, l'homme de loi informa son client que les frais considérables nécessités par l'entretien des divers domaines de la famille, les ponctions de plus en plus importantes opérées par une fiscalité écrasante, le coût élevé... Bref, Louis-Charles de Lignières était ruiné. Il accueillit la nouvelle sans manifester une émotion excessive. Je suis un homme de goût modeste. Et s'il faut réduire mon train de maison, soit je me séparerai de mes vieux serviteurs. Je crains, monsieur et cher ami, que la gravité de la situation ne vous échappe. Tous vos biens sont lourdement hypothéqués. Cet hôtel particulier, entre autres... Voulez-vous dire que je doive, dès ce soir, coucher sous les ponts? Maître Bozo souffrait le martyre. Comment dire à son client qu'il ne restait en effet guère d'autre solution? Vous avez tout au plus la possibilité de vous installer à la Brasse. C'est une vieille demeure qui vous appartient encore, quelque part dans le Massif central. Mais je dois vous avouer que cette maison est inoccupée depuis le décès, en 1873, d'une certaine personne que monsieur votre grand-père y avait installée. Il ne s'agit que d'une ruine, hors d'état d'être habitée. Louis-Charles de Lignières n'était pas homme à hésiter longtemps. Puisqu'il n'y avait pas d'autre solution, il irait s'installer à la Brasse. Il y terminerait ses jours dans la tranquillité, entouré de ses papillons, économisant soigneusement les quelques maigres rentes qui lui restaient encore. C'est ainsi qu'un soir d'octobre, l'aubergiste du village voisin vit descendre du car un vieil homme vêtu de sombre, encombré de 4 malles et de 7 caisses, sur lesquelles s'étalait en grosses lettres noires la mention « Fragile, manipulé avec précaution », les papillons. Clairant la bonne aubaine, il fit préparer la meilleure chambre de l'établissement et s'enquit du temps que le visiteur comptait passer dans sa maison. Une nuit seulement, je m'installe dès demain à la Brasse. C'est impossible, monsieur. Le château est en ruine. Le château? C'est comme ça que nous appelons la Brasse, monsieur. Mais, en réalité... Monsieur de Lignières perçut dans le ton de l'aubergiste une certaine réticence qui ne manqua pas de le surprendre. Pressé de questions, l'homme finit par murmurer avec regret. Il se passe de drôles de choses à la Brasse, monsieur. On entend quelquefois des bruits la nuit. Certains prétendent que le château est hanté. Le nouveau châtelain sourit. À l'époque de la bombe atomique, les vieilles superstitions paysannes demeurent vivaces. Il prévint l'hôtelier qu'il dînerait à 7h30 précise. En attendant, puisqu'il faisait encore jour, il irait regarder de plus près à quoi ressemblaient les ruines de son domaine. Il s'éloigna, sous le regard manifestement réprobateur de l'aubergiste.
Lorsque maître Bozo avait dit que la vieille demeure était inhabitable, il n'avait guère exagéré. Convenablement restauré, le château eût peut-être fait bonne figure, mais dans son état présent, les façades rongées par le lierre, les vitres disparues depuis des décades, le toit à demi écroulé et les marches du perron brisées, la maison évoquait irrésistiblement dans le soir tombant le décor d'un film d'épouvante. On s'attendait presque à voir sortir de la tourelle latérale une horde de démons hurlants. Et Louis-Charles de Lignières comprit pourquoi la légende du château hanté s'était si facilement accréditée dans le pays. L'intérieur de la Brasse était presque aussi délabré que la façade. Pourtant, il se dégageait de la vieille maison une sorte de charme indéfinissable, un rappel du passé, une réminiscence des temps révolus, le souvenir d'une splendeur disparue. Monsieur de Lignières erra lentement de pièce en pièce, caressant du doigt une tapisserie qui achevait de pourrir, des meubles admirables que les vers rongeaient, une immense cheminée dans laquelle aucun feu n'avait brûlé depuis plus d'un demi-siècle. Les habitants du village avaient regardé la maison vieillir en manifestant à son égard une sourde hostilité et une crainte inavouée des fantômes qui la hantaient. Sans doute n'avait-il jamais osé s'en approcher, ce qui expliquait que le mobilier y fût encore. La cheminée, plus que le reste, retenait l'attention de M. de Lignières. Elle dégageait une sorte de magnétisme qui attirait le vieil homme. Il s'en éloigna à plusieurs reprises pour visiter son nouveau domaine, mais la cheminée invinciblement le rappelait. Il finit par s'asseoir dans un fauteuil branlant au fond de la pièce, les yeux fixés sur l'âtre éteint. Son esprit se vida de toute pensée, son regard se riva sur les vieilles pierres noircies. Tout doucement, sans presque s'en rendre compte, il s'assoupit. Lorsqu'il s'éveilla, la nuit était tombée. Il demeura immobile quelques instants, essayant de se rappeler où il se trouvait. La mémoire lui revint, et avec elle le sentiment de malaise que lui procurait la cheminée. Il allait se lever pour secouer la torpeur insidieuse qui s'était glissée en lui, quitter la maison et regagner l'auberge, lorsqu'il fit une constatation surprenante. La pièce était plongée dans l'obscurité complète d'une nuit sans lune. Et pourtant, il voyait la cheminée. Une sorte de halo verdâtre la baignait, accusant étrangement le contour des bas-reliefs et des arabesques qui la décoraient. Immobile, retenant son souffle, M. de Lignières tenta de découvrir d'où provenait cette lueur irréelle. Un sourire s'esquissa sur ses lèvres. Peut-être, après tout, l'aubergiste avait-il dit vrai, la Brasse était un repère de fantômes. Il se leva brusquement, repoussa le siège dans lequel il s'était endormi et s'approcha d'un fauteuil à haut dossier qui faisait face à la cheminée. C'est alors que l'incroyable se produisit. Une longue silhouette blanche, nimbée par le halo verdâtre que reflétait la cheminée, se dressa lentement devant le fauteuil. Convaincu qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie fomentée par les enfants du village, M. de Lignières fit observer, en souriant: « Je ne crois pas vous avoir autorisé à entrer dans cette maison, monsieur le fantôme. » Et il s'attendait à ce que les gamins fissent retentir l'inévitable grincement de chaîne, accessoire obligatoire de la panoplie du parfait fantôme. Au lieu de cela, ce fut une voix profonde et lente qui s'éleva. « J'ignorais votre présence, monsieur. Si j'avais su qu'un humain se trouvait en ces lieux, je ne me serais pas permis cette intrusion. » « Je ne vous chasse pas, monsieur le fantôme. » La silhouette immatérielle parut l'observer attentivement. « Vous n'avez donc pas peur des fantômes, monsieur ? » « Peut-être les craindrais-je s'ils existaient véritablement. » Pour toute réponse, la forme qui se trouvait à quelques pas de lui tendit la main vers le fauteuil. Son bras traversa mollement le dossier, sans effort apparent.
Vous n'avez toujours pas peur des fantômes, monsieur? Monsieur de Lignières était troublé. Le contact quotidien des papillons, joint à une certaine sérénité d'esprit et à une profonde philosophie, l'empêchait de rejeter a priori le concept de l'existence des fantômes. Or, il semblait bien qu'il eût en face de lui un authentique ectoplasme. S'il ne s'agit pas de plaisanterie comme je l'ai cru tout d'abord, je dois vous avouer que je suis surpris. Mais de là à dire que j'ai peur, non. Dussé-je vous décevoir, je n'ai pas peur. Une sorte de frémissement parcourut la silhouette blanche. Me décevoir? Mais monsieur, voici des siècles que j'attendais cette rencontre. Je n'ose y croire. Un être humain qui ne me craint pas, cela est-il possible? C'est plus que possible, c'est certain. Et ceci dit, je vais devoir vous abandonner pour regagner le village. Il est plus de minuit. Plus de minuit? Mais monsieur, votre montre est dérangée? Je ne porte jamais de montre. Mais personne n'ignore que les fantômes apparaissent au dernier coup de minuit. Et vous me faites l'effet de vous trouver ici depuis un certain temps déjà. Le dernier coup de minuit. Encore une de ces légendes ridicules qui nous font tort. Non, monsieur, il n'est pas minuit, mais 8h25. Louis-Charles de Lignières sourit et se réinstalla dans son fauteuil. Dans ce cas, bien que je sois en retard pour aller dîner, rien de presse. Je ne veux pas laisser passer cette occasion de m'entretenir avec vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Et causons. Le fantôme parut hésiter quelques secondes. D'un mouvement lent et attentif, il se rassit sur le siège à haut dossier. Je suis obligé de faire attention, c'est un des nombreux défauts de l'immatérialité. Si je m'asseyais trop brusquement, le fauteuil ne me retiendrait pas et je tomberais au fond des caves, sinon plus bas encore. Pareil mésaventure m'est arrivée il y a quelque temps. La conversation s'engagea et le fantôme se détendit rapidement. Assuré maintenant que Louis-Charles de Lignières ne le craignait pas, il parla longuement de sa triste condition. Pendant tout le temps qu'ils sont condamnés à errer sur la terre, les fantômes doivent demeurer constamment sur le qui-vive. Un règlement extrêmement strict leur interdit formellement de faire peur aux humains, au cas où ils passeraient outre, même involontairement. Si un homme, une femme ou un enfant sursautait un jour de frayeur par la faute de l'un d'eux, la sanction serait brutale et immédiate. 100 à 200 ans supplémentaires d'errance terrestre. C'est pourquoi, monsieur, j'étais tellement anxieux de connaître votre réaction lorsque vous avez découvert ma présence dans cette pièce. Rassurez-vous. Mais n'avez-vous pas le pouvoir de vous rendre invisible? Hélas, monsieur, nous l'avons ce pouvoir, mais il n'est pas facile d'en user. Il faut pour cela déployer une force physique considérable. Les jeunes fantômes y parviennent aisément. Cela mène une existence presque normale. Ils ne risquent pas d'être surpris par le regard des humains, mais lorsqu'on erre comme moi depuis plusieurs siècles, on n'a plus la force suffisante pour se rendre invisible. Alors, pour ne pas courir le risque de faire peur, nous n'avons qu'une solution. Errer la nuit seulement, lorsque les vivants dorment, et nous mettre à l'abri dans les vieilles demeures inhabitées, comme l'était celle-ci jusqu'à ce soir. Une sympathie instinctive s'empara de Louis-Charles de Lignières à l'évocation de tourments qu'il n'avait jamais imaginés. Dans un élan de pitié, il se dressa. Sachez, monsieur, que je compte m'installer ici dès demain. Et si vous acceptez de me faire l'honneur de votre présence, ma porte vous sera ouverte aussi souvent que vous le désirerez. Le fantôme ne se trompa pas sur le sens des paroles qu'il venait d'entendre. Bien que la présence d'une porte n'eût jamais constitué un obstacle majeur pour lui qui avait le pouvoir de passer au travers des murs, il comprit qu'il s'était fait un ami. Il y avait un tremblement dans sa voix lorsqu'il remercia son hôte, avec une émotion qui n'était pas feinte, et l'assura qu'il userait souvent de sa généreuse hospitalité. De cette hospitalité, il usa, en effet. D'aucuns pourraient même prétendre qu'il en abusa. 3 ou 4 jours furent nécessaires à M. de Lignières pour s'installer à la Brasse et s'assurer les services d'une fille du pays qui accepta, malgré la mauvaise réputation du château, de venir chaque jour faire le ménage et la cuisine. Le fantôme, lui, prit très vite l'habitude de passer 2 ou 3 soirées par semaine en compagnie de Louis-Charles de Lignières. Leurs relations acquirent très vite le ton d'une vieille amitié. Le fantôme était disert, cultivé et indiscutablement intelligent. M. de Lignières savait écouter
et s'intéressaient prodigieusement aux problèmes surnaturels. Ils étaient faits pour s'entendre et, de fait, ils s'entendirent admirablement. Le fantôme expliqua à son hôte que dans un monde en perpétuelle évolution, il était de plus en plus difficile à ses semblables de trouver des endroits qu'ils pussent hanter en toute sérénité. L'Écosse, qui pendant des siècles avait été le rendez-vous des ombres errantes, était devenue pratiquement inaccessible. Les Écossais faisaient maintenant preuve d'un tel chauvinisme que les fantômes anglais eux-mêmes y étaient mal vus. Et la Bretagne? Je me suis laissé dire... La Bretagne. Y avez-vous une fois seulement passé des vacances? Si tel est le cas, je vous laisse imaginer l'effet que peut avoir ce climat humide sur les rhumatismes des vieux fantômes. Un soir, M. de Lignières proposa à son nouvel ami de faire une partie d'échecs. L'immatérialité de celui-ci l'empêchait de déplacer les figurines d'ivoire sculptées, mais le problème fut rapidement résolu. Le fantôme indiquait le mouvement qu'il désirait faire effectuer à la pièce, et Louis-Charles de Lignières la poussait pour lui. Ils passèrent ainsi de merveilleuses soirées, jouant aux échecs ou aux dames, discutant pendant des heures de morale et de religion. Le fantôme possédait un point de vue particulier et des opinions bien arrêtées sur de nombreux problèmes métaphysiques, et ses conversations plongeaient son hôte dans une joie profonde. Il n'avait jamais craint la solitude, mais cette présence, cette chaude amitié donnait un piment certain à sa nouvelle existence. Bien entendu, la plus grande discrétion était de mise. Leur relation se devait de rester secrète. Pourtant, si l'homme sut se montrer réservé dans ses conversations avec ses semblables, il n'en fut pas de même de son visiteur, qui dut avouer un soir... Cher ami, je crois être le seul fantôme qui eût jamais noué des relations amicales avec un être de chair et d'os. Le bruit de notre extraordinaire amitié s'est répandu autour de moi, et l'un de mes vieux amis... Monsieur de Lignières eut un sourire entendu, et 2 soirs plus tard, ses invités étaient au nombre de 3. Un des nouveaux venus confia son goût pour la musique. Louis-Charles de Lignières, qui possédait quelques disques, proposa de les écouter, suggestion qui fut accueillie avec enthousiasme. J'espère toutefois que vos préférences rejoignent les miennes. J'ai horreur de la musique moderne. Par chance, ses visiteurs partageaient son point de vue. Il se rassit donc dans son fauteuil pour savourer le 5e concerto brandebourgeois. Bach avait toujours été son musicien préféré. Tandis que le son aigrelet du clavecin s'élevait dans la pièce, il jeta un coup d'œil vers ses invités et s'aperçut avec surprise que le fantôme épris de musique affichait un évident mécontentement. Tout au désir de ne pas froisser ses hôtes, M. de Lignières arrêta le disque. Son ami expliqua avec un sourire. Pour nous qui comptons en siècles, la musique moderne n'a pas les mêmes limites que pour vous. Je dois avouer que nous sommes un peu choqués par les harmonies osées et les rythmes nouveaux que vous venez de nous faire écouter. Monsieur de Lignières les pria d'excuser sa bévue, et une longue discussion s'engagea sur les notions relatives du temps, de l'espace et de l'infini immatériel. Le fantôme prit l'habitude de se faire accompagner de temps à autre par quelques amis, et le cercle des relations de Monsieur de Lignières s'étendit considérablement. Mais le plus souvent, il venait seul, et la soirée prenait alors un tour détendu, intime. C'est ainsi qu'un beau soir du mois de juin, ils se trouvèrent tous deux confortablement installés dans leurs fauteuils devant la fenêtre ouverte, contemplant silencieusement les étoiles, baignées par la douce tiédeur de la nuit claire. M. de Lignières avait, à la demande de son ami, allumé un Havane, dont l'arôme subtil se répandait autour d'eux. Le fantôme en effet adorait le cigare, mais son immatérialité l'empêchait de fumer lui-même, et il devait se contenter de humer l'odeur suave qui auréolait son ami. M. de Lignières était soucieux. Son humeur morose n'échappa pas à son visiteur, qui s'enquit avec beaucoup de tact des raisons de cette contrariété. Je ne voudrais pas paraître indiscret, cher ami, mais si vous vouliez me faire partager vos soucis... Vous n'êtes pas indiscret. Je n'éprouve aucune honte à avouer que la fortune de ma famille n'est plus ce qu'elle fut autrefois. Et pour tout dire, elle n'existe plus. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu m'installer à la Brasse.
Sur un certain plan, je m'en félicite, puisque cela m'a permis de faire votre connaissance. Mais cette situation pose néanmoins certains problèmes que je ne sais comment résoudre. Monsieur de Lignières expliqua qu'il n'était même pas en mesure de faire effectuer certaines réparations urgentes imposées par le délabrement de la maison. Les entrepreneurs venaient d'adresser leur devis et l'importance des sommes réclamées rendait impossible l'exécution des travaux. Le fantôme demeura songeur. Vous n'avez aucune source de revenus? Hélas, hormis quelques rentes qui me permettent tout juste de subsister. Pourquoi ne joueriez-vous pas aux courses? L'amélioration de la race chevaline passe pour être le plus sûr moyen de se ruiner, certainement pas de faire fortune. Mais je vous en prie, cher ami, laissons là ce sujet et parlons d'autre chose. J'ai relu récemment les œuvres de Kant. Les théories qu'il avance dans le fondement de la métaphysique des mers contredisent une de vos récentes affirmations. La discussion se poursuivit sans fin jusqu'à une heure avancée de la nuit. Pendant les jours qui suivirent, M. de Lignières demeura seul. Le fantôme n'apparut pas. Le propriétaire de la brasse chercha vainement quels pouvaient être les motifs de cette désaffection. N'en trouvant aucun, il conclut que des affaires urgentes devaient retenir l'attention de son ami et que celui-ci était trop occupé pour lui consacrer ses soirées. Il ne se trompait pas. L'absence du fantôme dura plusieurs semaines, jusqu'à un soir de juillet, où il apparut, accompagné par un ectoplasme que M. de Lignières n'avait jamais rencontré. Il invita ses visiteurs à s'asseoir et se prépara à profiter d'une de ces agréables soirées auxquelles il était maintenant accoutumé. Mais les choses ne se passèrent pas du tout comme il l'avait prévu. Le nouveau venu, sensiblement plus petit que les fantômes qui fréquentaient habituellement la brasse, manifesta un sans-gêne et une vulgarité qui étonnèrent vivement M. de Lignières. Son ami, manifestement embarrassé, expliqua « J'ai longuement réfléchi au problème dont vous m'avez entretenu la dernière fois que je suis venu chez vous. Je crois avoir trouvé une solution qui vous permettra l'hiver prochain de coucher dans une maison convenablement chauffée et dont le toit ne laissera plus passer la pluie. » Monsieur de Lignières écouta avec surprise le plan échafaudé par son ami. Le petit fantôme prit la parole à plusieurs reprises pour ajouter quelques précisions techniques et, le samedi suivant, le châtelain, comme on l'appelait dans les environs, descendit au village et se rendit à l'auberge. Je crois savoir que vous êtes habilité à enregistrer des paris pour les courses de chevaux. Je suis correspondant du PMU, en effet. C'est parfait. Je désire miser une certaine somme. La somme était importante. Le cheval, connu comme un abominable tocard. L'aubergiste essaya de faire entendre raison à son curieux client. Ne commettez pas cette erreur. Votre argent est perdu d'avance. Mais M. de Lignières tint bon et regagna la brasse en serrant le ticket de Paris au fond de son vieux portefeuille. Le dimanche se passa sans que rien ne vînt troubler le calme de la vieille demeure. Mais le lundi matin, l'aubergiste sonna de bonne heure à la porte. M. de Lignières vint ouvrir en robe de chambre et s'excusa d'une tenue aussi négligée que seule l'heure matinale pouvait justifier. Mais le correspondant du PMU était beaucoup trop excité pour accorder la moindre attention à la façon dont le châtelain était vêtu. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Sur l'hippodrome, hier. Eh bien? Votre tocard a gagné la course. Non pas qu'il ait bien couru. Il a fait le parcours tranquillement, sans se presser, comme s'il se promenait. Mais il est arrivé seul. Seul? Oui, seul. Les autres chevaux se sont arrêtés les uns après les autres, jetant en bas leurs jockey, poussant des hennissements de terreur, comme s'ils apercevaient soudain un spectacle qui les effrayait. Les commissaires de la course ont ordonné une enquête, pensant que les bêtes avaient été droguées, mais il n'en était rien. Et personne ne comprend. Comme c'est curieux. D'après les journaux, les chevaux ne se seraient pas comportés autrement s'ils avaient vu apparaître des fantômes. Des fantômes de chevaux. D'un geste négligent de la main, M. de Lignières repoussa cette idée extravagante. Puis, il prit le gros paquet de billets que le correspondant du PMU avait apporté. On n'a jamais vu un rapport pareil. Le châtelain rangea sa nouvelle fortune au fond d'un placard et offrit un verre d'armagnac à l'aubergiste.
Au moment où celui-ci allait repartir et rentrer au village, M. de Lignières lui dit « Voulez-vous avoir l'obligeance de faire savoir aux entrepreneurs qu'ils pourront commencer les travaux aussitôt que cela leur sera possible ?» Les soirées reprirent à la Brasse leur rythme habituel. Le fantôme du jockey ne reparut pas, malgré le désir manifesté par M. de Lignières de le remercier personnellement. Son ami se contenta de grommeler. Ces gens-là sont utiles, certes, mais leur manque d'éducation interdit qu'on les fréquente régulièrement. Un soir, dans le courant de l'hiver, Louis-Charles de Lignières fit part à son ami de l'intérêt qu'il portait à la poésie. Le fantôme manifesta soudain une grande attention. Quelle chance! J'aime beaucoup moi aussi entendre déclamer de beaux vers. Le mardi suivant, il arriva, accompagné d'un fantôme que M. de Lignières n'avait encore jamais vu. Le nouveau venu prit aussitôt la parole. Notre ami commun, monsieur, m'a laissé entendre que vous étiez féru de belles lettres, et que la poésie, en particulier, présentait pour vous un charme certain. C'est exact, en effet. J'aimerais, si vous me le permettez, vous dire quelques rimes que j'ai récemment composées. Confortablement installé dans son fauteuil, les yeux mi-clos, M. de Lignières se laissa bercer par le chant du poème. Son invité récita des vers pendant des heures, sans que jamais le châtelain s'en lassât. Il était certain que le fantôme avait été dans une vie antérieure un très grand poète, mais M. de Lignières eut le tact de ne pas poser de questions. Lorsqu'ils se séparèrent, au petit matin, ils convinrent tous trois qu'ils avaient passé une merveilleuse nuit. Son ami, ravi de constater le plaisir qu'il lui avait procuré, se fit de temps en temps accompagner par d'autres fantômes poètes. Ceux-ci se succédèrent à la Brasse sans que jamais les mêmes revinssent deux fois. C'est ainsi que s'installa progressivement l'habitude de consacrer le premier jeudi de chaque mois à une soirée poétique. Un jour qu'ils étaient seuls tous les deux, M. de Lignières constata avec mélancolie. Il est dommage vraiment que d'aussi beaux poèmes ne puissent être connus. Mais j'ai quelques scrupules à être le seul à en profiter. Qu'à cela ne tienne. Pourquoi ne les couchez-vous pas par écrit? Vous pourriez les faire publier sous votre nom. Sous mon nom? Mais mon bon ami, ce serait de la malhonnêteté. Que de scrupules. Faites-les paraître anonymement si vous le préférez. Ainsi fut fait. Quelques mois plus tard, un éditeur parisien fit paraître un gros volume qui portait pour titre « Poésie anonyme de tous les temps », recueillie par Louis-Charles de Lignières. Ce fut un triomphe. On ne crut pas à la modeste mention, et il ne fit de doute pour personne que le châtelain ruiné ne fût le véritable auteur de ses œuvres. On admira un homme qui savait allier la grâce libertine de Ronsard au lyrisme grandiose de Schiller, passer du romantisme nostalgique de Shelley à la profondeur mystique de Peggy et à la flamme amoureuse de Pétrarque. Les critiques crièrent au génie, on parla de miracles littéraires, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la Brasse fut envahie par les journalistes. La télévision consacra une série d'émissions à M. de Lignières. Le ministre des Beaux-Arts intervint personnellement pour lui demander de faire une tournée de conférences en Amérique du Sud. Les journaux publièrent de longs articles sur celui qu'on appelait maintenant l'ermite de la Brasse. Louis-Charles de Lignières tenta, sans succès, de se soustraire à cette gloire équivoque. Riche, célèbre, admiré, il devint un des grands de ce monde. Il parcourut les 5 continents, suivi pas à pas par Maître Bozo, notaire, successeur de son père et de son grand-père, qui gérait avec sagesse les revenus que procurait le recueil de vers. Pourtant, au sommet de la gloire, le vieil homme ne se départit jamais de sa modestie. Qu'il fût à la Brasse ou dans quelque palace de Mexico, de Stockholm ou de Téhéran, il conserva ses habitudes de vie calme, de sagesse et de tranquillité.
On lui fit même une certaine réputation d'excentricité. M. de Lignières, en effet, conserva toujours une habitude qu'il avait contractée pendant sa retraite dans la maison en ruine du Massif central. 2 fois par semaine, quelles que fussent les invitations qui lui étaient parvenues ou les sollicitations dont il faisait l'objet, il s'enfermait dans sa chambre tout de suite après un dîner frugal, seul, sans lumière. Les secrétaires qui l'accompagnaient maintenant dans tous ses déplacements entendaient alors un murmure confus s'élever de la pièce dans laquelle M. de Lignières s'était retiré. Le maître parlait seul. Mais personne ne songea jamais à sourire de cette douce manie, car c'était au lendemain de ces soirées solitaires que Louis-Charles de Lignières dictait ses plus beaux poèmes.